Bienvenue à tous les auditeurs à la première émission de Point de vue partagé, l'émission où donc je vais donner mon point de vue sur des sujets sociopolitiques, n'importe lesquels. Petit avant-propos avant de commencer cette émission, les mondialistes accélérant toujours plus vite leur agenda, et dans le cadre de l'identité numérique, nous ont prévu de nous faire un petit enfant dans le dos. Je ne sais pas si vous êtes au courant, cette histoire de monespacesanté.fr, donc un service public qui a pour but de mettre en fait toutes vos données de santé, certificats médicaux, etc., ce qui est de l'ordre du privé, dans ce logiciel qui centraliserait numériquement et vos données de santé qui serait utilisé par le gouvernement. Alors je vous fais pas le dessin pour vous dire à quel point c'est dangereux évidemment, hein, c'est dans le cadre de cette effectivement identité numérique. Vous pouvez vous y opposer, je l'ai fait. Je vous mets un lien dans la description d'une vidéo du youtubeur Marcel D qui vous explique, qui vous fait en gros un petit tuto pour vous expliquer comment vous y opposer. C'est important, faites-le, ça prend à peine 2 minutes. Ceci étant dit, on va commencer cette première émission donc sous le nom de Le Nouvel Ordre Mondial à l'épreuve de la géopolitique mondiale. Alors, hier soir, il ne vous est peut-être pas échappé cette visite de notre cher président Emmanuel Macron en Russie, à Moscou, pour aller voir le président Poutine. Ils ont parlé pendant 6 heures de la situation au Donbass, la terrible situation au Donbass, en Ukraine. Un beau petit théâtre, effectivement politicien. Inutile de vous dire que déjà ce que j'en ai pensé, c'est que Poutine savait ce qu'il voulait, hein. Poutine ne demande pas tant de choses que ça, il demande juste que l'OTAN arrête d'être élargie et qu'on arrête de lui mettre qu'on arrête de pointer des armes à sa frontière, c'est tout. C'est pas énorme ce qu'il demande, hein. Macron a fait beaucoup de blabla. Macron a eu 2 fois au téléphone Biden, hein. Il s'est rendu à Washington, hein, avant de venir en Russie pour prendre ses ordres. Bon, ce qui m'amène à parler finalement de cette nouvelle guerre froide. Cette nouvelle guerre froide qu'on vit actuellement entre 2 puissances, qui est la puissance américaine, les États-Unis, et les puissances sino-russes. Sino-russe que je mets ensemble, hein, puissance chinoise et russe que je mets ensemble, puisque ce sont 2 puissances qui commencent à s'allier de plus en plus. La Russie est invitée d'ailleurs au JO de Pékin, et à mon avis, les relations entre Xi Jinping et Vladimir Poutine vont énormément se réchauffer, à mon avis, au fur et à mesure du temps. Et des intérêts communs. Il n'y a pas que moi qui parle de nouvelle guerre froide. Alors pourquoi nouvelle ? Parce que tout simplement, on n'a pas affaire à 2 blocs qui veulent imposer leur idéologie au monde. La Chine, effectivement, ne veut pas imposer son idéologie sur le monde, ne veut pas s'imposer sur le monde. Je dirais oui, voilà, en tant qu'idéologie, je veux dire, pas comme les États-Unis par exemple. Et ça, c'est pas moi qui le dis forcément, c'est Klaus Schwab, hein, Klaus Schwab, donc le président du Forum économique mondial, un marxiste, auteur donc et défenseur du capitalisme des parties prenantes. C'est un mondialiste, hein, il a écrit donc un livre de Great Reset qui s'appelle le Great Reset et qui est véritablement un manifeste mondialiste à destination des élites occidentales et qui représente vraiment un changement de société, un changement de paradigme qui est effrayant, et je vous invite vraiment à lire ce livre si jamais vous n'en avez pas encore entendu parler, ce qui me semble quand même assez étonnant si vous en avez pas encore entendu parler. Bon, alors aujourd'hui effectivement il y a, je dirais, une nouvelle guerre froide entre ces 2 puissances. C'est une nouvelle guerre froide qui pour moi met à mal le projet mondialiste à l'échelle mondiale. D'où le Great Reset. Le Great Reset est en fait un programme visant à être appliqué, je dirais, par les élites
occidentale. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de subir en ce moment. On le voit ne serait-ce qu'avec effectivement la géopolitique concernant le vaccin. On voit qu'il y a un petit peu deux camps. On voit qu'il y a le camp finalement Pfizer, Moderna, représenté par l'Union européenne, les pays anglo-saxons, donc Canada, États-Unis, Australie, etc. La Suisse et Israël, finalement l'Occident, dans lequel est concentré l'essentiel du pouvoir mondialiste et financier. Pourquoi ? Parce que Wall Street, parce que la City, parce que l'ONU à Washington, parce que BlackRock à New York, pareil pour Pfizer, parce que le Forum économique mondial se trouve en Suisse, parce que la Banque des règlements internationaux, la BRI, se trouve en Suisse, donc toutes les institutions économiques, financières et, je dirais, politiques mondialistes sont présents dans ce que j'appellerais l'Occident, même si je n'aime pas trop ce terme. Donc il y a ce camp-là, le camp de l'Occident, et le camp finalement sino-russe, où là on a remarqué un nationalisme vaccinal avec un vaccin chinois, typiquement chinois, créé par la Chine, et non pas le vaccin, les injections ARN messagers expérimentaux, un vaccin russe pareil, créé par la Russie, donc voilà, un nationalisme vaccinal qui profite aussi aux alliés russes et chinois. Ce qui montre bien quand même une certaine séparation du monde en deux blocs, aujourd'hui si je puis dire, ce qui rappelle effectivement la guerre froide, d'où ce nom de nouvelle guerre froide. Alors il y a deux conflits majeurs, moi, que j'ai un petit peu relevés, qui représentent un petit peu le théâtre finalement d'affrontement indirect entre ces deux blocs et qui en même temps représentent un intérêt géostratégique majeur pour effectivement et les États-Unis et Israël et donc les mondialistes. Donc c'est le conflit en Ukraine et le conflit en Syrie. Alors pour commencer par l'Ukraine, il faut savoir que ce pays, l'Ukraine, il représente deux caractéristiques importantes pour l'oligarchie anglo-américaine, comme l'appelait l'historien Carroll Quigley, son fameux livre L'oligarchie anglo-américaine, que je vous conseille aussi de lire. Donc l'Ukraine représente effectivement un accès à la mer Noire, et qui dit accès à la mer Noire dit accès au Moyen-Orient directement, puisque dit accès à la Turquie, et il représente une seconde Judée. Alors je vais développer. En 2004, le German Marshall Fund, donc qui est le fonds germano-américain pour les États-Unis, en remerciement du plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce German Marshall Fund exprime l'idée qu'il faut absolument mettre la main sur la mer Noire. Il explique dans le rapport intitulé A New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, donc une nouvelle stratégie euro-atlantique pour la région de la mer Noire, que, je cite, « La mer Noire est la nouvelle interface entre la communauté euro-atlantique et le Grand Moyen-Orient. » Déjà, sous l'ère Bush-Fils, donc à peu près dans la même époque, Colin Powell, donc le fameux agitateur de fioles d'anthrax à l'ONU, écrit un article dans le Financial Times Deutschland, qui appartenait à la fondation Bertelsmann, donc une autre fondation mondialiste. Il écrit qu'il faudra intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN pour 2010. Donc il faut bien comprendre que, effectivement, l'Ukraine est un enjeu géostratégique majeur pour les États-Unis déjà. Historiquement, la Crimée ne représente pas, je dirais, un enjeu nouveau. Historiquement, déjà en 1853, avec la guerre de Crimée, l'Angleterre qui s'opposait à la Russie pour la Crimée ne voulait surtout pas finalement que la Russie atteigne les mers chaudes, donc la mer Marmara et Méditerranée, via le détroit du Bosphore, parce que l'empire maritime thalassocratique qui était l'Angleterre ne voulait absolument pas perdre la main sur les mers qui lui donnaient, qui bordaient finalement le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Angleterre ne voulait absolument pas que ce soit la Russie qui contrôle cette zone maritime. En 1917 aussi, l'empire plutôt la terrestre allemand tente de contrôler l'Ukraine par le traité de Brest-Litovsk, donc qui capote complètement. En 1999, on intègre dans l'OTAN la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, donc là on profite finalement
de la chute de l'URSS en 90 pour élargir l'OTAN et, je dirais, inclure dans l'OTAN des petits pays d'ex-URSS, hein, à l'Est. À partir des années 2000, on a une tentative d'agrandir aussi l'Union européenne vers les pays de l'ex-URSS à l'Est, mais lorsque Poutine essaye d'établir lui-même une zone de libre-échange allant de Lisbonne à Vladivostok, hein, sa fameuse Union économique eurasiatique, qu'il a ensuite appelée l'Union eurasienne, clairement, le camp anglo-saxon lui refuse catégoriquement, et quand il réitère la proposition lors du sommet Union européenne-Russie en janvier 2014, un mois après explose la révolution de Maïdan en Ukraine, qui permet de sortir le président pro-russe Yanukovych au profit du président pro-occidental Youtchenko. Donc on voit que là, il y a carrément l'utilisation d'une révolution, je dirais, pour amorcer indirectement un coup d'État, quoi. C'est-à-dire de mettre à la place du président pro-russe le président pro-occidental. Alors bon, déjà, 10 ans auparavant, en 2004, la révolution orange avait permis de sortir le président élu pro-russe Yanukovych, exactement le même, hein, au profit de son adversaire, le président occidental Youtchenko, encore exactement le même. Bon, on sait aujourd'hui que cette révolution a été soutenue par George Soros, hein, quand même, par l'intermédiaire de sa fondation Renaissance, une filiale ukrainienne de l'Open Society. Et comme le dit Pierre-Antoine Plaquevent dans son excellent dossier sur Strategica, alors j'ouvre les guillemets, la fondation a dépensé 75 millions de dollars jusqu'en 2003 pour des projets contribuant, écoutez bien, à faire émerger une société ouverte, conférences venues d'experts occidentaux, pas russes, hein, envoi de stagiaires à l'Ouest. En 2004, la fondation a alloué 7 millions de dollars de grants, donc des dons, à des projets autour de la présidentielle, campagne de mobilisation, information sur le vote, etc. À ce titre, elle a financé la traduction de Sur la démocratie de Condorcet. Aux côtés de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe et du Conseil de l'Europe, elle a enfin joué un rôle clé dans le monitoring des élections qui a contraint le pouvoir à organiser un nouveau second tour le 26 décembre 2004, emporté par Viktor Youtchenko. Yanukovych, le président pro-russe qui avait été élu à ce moment-là, pendant la période juste avant la révolution de Orange, et non pas de Maïdan, là cette fois-ci Orange, 10 ans avant, en 2004. Effectivement, il avait été élu de manière frauduleuse, donc effectivement, je pense qu'il y avait justice, il y avait à rendre justice. Mais c'est assez intéressant comme finalement les élites occidentales, et notamment des gens très influents comme ça, comme le milliardaire George Soros, ont profité, avec en plus, on l'a vu, l'Union européenne et les pays européens de l'Ouest, de cette situation, et même ont soutenu et ont provoqué cette situation pour amorcer le changement de régime, finalement à un régime pro-occidental à la place d'un régime pro-russe. On sait en plus que cette révolution avait été organisée par l'organisation PORA, hein, c'est une organisation étudiante, notamment dans la préparation des tentes oranges. C'est eux qui avaient mis en place les tentes oranges sur le Champs-Élysées là, ukrainien. Et cette organisation PORA, finalement, elle était soutenue par justement le German Marshall Fund, dont on a parlé tout à l'heure, qui préconisait de s'intéresser à la région ukrainienne notamment, pour l'accès à la mer Noire. Donc c'est quand même assez intéressant de retrouver un peu toujours les mêmes. D'ailleurs, pour finir avec l'organisation PORA, c'est assez intéressant, celui qui était à la tête de PORA à l'époque, Vladislav Kaskiv, lorsqu'il a été reçu à Bratislava par George Bush, donc le président américain, il l'a remercié pour son soutien à la Révolution orange. Donc il n'a pas remercié, je sais pas moi, le président, je dirais, malgache. Non, il a remercié le président américain. C'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant qu'ils se soient rencontrés d'une manière aussi cordiale d'ailleurs. Alors, là, je vais retourner un peu en arrière. Je vais aller au Moyen-Âge.
Au Moyen Âge jusqu'au XIe siècle, existait un peuple qui s'appelait le peuple khazar. C'est un peuple qui s'est converti progressivement au judaïsme, un peu jusqu'au 8e siècle, où là, ils sont devenus vraiment tous juifs. En fait, ils se sont convertis au judaïsme pour ne pas se soumettre aux deux grandes puissances, deux grands pôles, de grandes civilisations, qui étaient la chrétienté, la civilisation chrétienne, catholique, orthodoxe, etc., et la civilisation musulmane, l'islam. Donc, pour, je dirais, l'indépendance de leur empire, et pour éviter d'être attachés à l'une ou l'autre des deux grandes civilisations de l'époque, l'empire khazar s'est converti progressivement au judaïsme. Et en fait, il y a de grandes chances, en tout cas les recherches vont dans ce sens, que finalement les Khazars sont les ancêtres des juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, hein, vous savez, les juifs qui viennent de Pologne, justement d'Ukraine, etc. Et alors cet empire khazar, lui, il s'étendait de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne, et il a occupé toute la partie orientale de l'Ukraine. Toute la partie orientale, dont le Donbass, justement, et la Crimée. Il est considéré par une partie de la communauté juive comme une seconde Judée. Mais bon, il a été conquis, effectivement, par la Russie au XIe siècle, et il est devenu russophone. D'où la légitimité, finalement, sur ces territoires de la Russie. Mais comme ce territoire-là, étant un ancien territoire khazar, finalement, représente pour une partie de la communauté juive et donc une partie de l'oligarchie anglo-américaine, la partie juive, une seconde Judée, eh bien on comprend aussi l'enjeu de l'indépendance de cette partie orientale ukrainienne par rapport à la Russie, quoi. Eh bien pendant la révolution Maïdan, cette fois-ci, pas la révolution orange, il existait un bataillon Azov dans lequel finalement étaient mobilisées de nombreuses unités israéliennes, dont la plus connue, les fameux casques bleus de Maïdan. Si le pouvoir israélien ne voulait pas, je dirais, n'avait aucun intérêt à envoyer, ou à laisser des unités de combat israéliennes combattre justement sur le sol ukrainien, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas trouvé d'unité israélienne sur le sol ukrainien pour combattre contre la Russie. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est assez intéressant. Donc effectivement, l'Ukraine représente un point géostratégique pour l'expansionnisme mondialiste américain et un intérêt, je dirais plutôt messianiste juif aussi. Alors d'un côté, en Syrie, on a le camp, je dirais, otanique de l'OTAN, avec à sa tête évidemment les États-Unis. Mais aussi dans l'OTAN, on a la Turquie qui est à la frontière de la Syrie et qui est, effectivement joue un espèce de jeu un peu ambigu concernant la Syrie. La Turquie est un peu, je dirais, le proxy des Américains sur ce terrain militaire. Allié effectivement à l'OTAN, on a l'Arabie Saoudite et le Qatar. On a Israël. Et on a finalement ceux qui font le sale boulot, on a l'État islamique. Le terrorisme islamiste est en réalité, je vais vous le dire, un faux ennemi hein, pour les mondialistes qui l'utilisent finalement pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Et donc vous me voyez venir, le camp d'en face c'est Bachar el-Assad et ses alliés, on va dire la Russie effectivement, la Chine, donc on retrouve finalement les États-Unis contre le bloc sino-russe. Et puis un autre allié qui est l'Iran. Pour bien comprendre finalement le conflit syrien, je vais lire une phrase du membre du Parti communiste syrien Ammar Bagdash qui dit ceci. La Syrie constitue une digue contre l'expansionnisme nord-américain au Moyen-Orient, surtout après l'occupation de l'Irak. Mais le véritable protagoniste de ce projet se trouve être en réalité le président israélien Peres, qui poursuit cet objectif depuis les années 1980. Les communistes syriens ont donné un nom à ce projet, la Grande Sion. Et donc il poursuit en disant « J'ai rencontré le responsable de l'OLP et il m'a dit « Si la Syrie tombe, adieu la Palestine ». Alors, déjà pour comprendre pourquoi il dit que c'est une digue contre l'expansionnisme nord-américain au Moyen-Orient,
il faut parler un petit peu, je dirais, de l'intérêt effectivement vital qu'ont les États-Unis de contrôler cette zone et aussi l'intérêt pour effectivement les mondialistes qui occupent, je dirais, les postes de l'État profond américain, quoi, qui ont pris possession de l'appareil d'État américain. Pour comprendre l'enjeu, il faut parler du Rimland. C'est effectivement une théorie qui a été développée par Spike Mann, qui était un célèbre géopolitologue américain, et qui disait la clé de voûte du contrôle du système monde passe par le contrôle du Rimland. Pourquoi? Vous prenez une carte. Le Rimland, c'est un territoire qui s'étend, qui fait une espèce de couronne avec des pays du Moyen-Orient, des pays d'Europe, et des pays eurasiatiques en fait. Quand on regarde finalement le continent européen, le continent eurasiatique, quand on regarde finalement l'Europe, on se rend compte que l'Europe et l'Asie se touchent, que l'Asie et l'Europe se touchent aussi au Moyen-Orient. Ça fait une espèce de gros bloc terrestre qui finalement, si elle s'unit, va complètement encercler les États-Unis. C'est un enjeu, le Rimland, qu'a bien compris Zbigniew Brzezinski, le célèbre conseiller mondialiste lui aussi, finalement, de l'État américain, dans son livre Le Grand Échiquier, où il disait ceci: un scénario présenterait un grand danger, la naissance d'une grande coalition entre la Chine, la Russie et peut-être l'Iran. Similaire par son envergure et sa portée au bloc sino-soviétique, elle serait cette fois dirigée par la Chine. Afin d'éviter cette éventualité aujourd'hui peu probable, les États-Unis devront déployer toute leur habileté géostratégique sur une bonne partie du périmètre de leur Asie, et au moins à l'ouest, à l'est et au sud. Donc voilà. Donc ça, c'est pour comprendre finalement l'expansionnisme nord-américain au Moyen-Orient. Il y a aussi, pour comprendre tout ça, la carte les deux cartes de Ralph Peters, publiées dans le Armed Forces Journal, qui est en fait un journal confidentiel pour l'armée américaine, qui appartient au Council on Foreign Relations, qui est un think tank qui s'occupe de la politique étrangère américaine. Pareil, un think tank mondialiste qui prend son origine dans le mondialisme anglo-saxon, puisqu'il prend son origine dans la bande à Alfred Milner. Et donc Ralph Peters, il dit bien qu'il faut absolument, pour contrôler cette zone du Moyen-Orient, complètement fragmenter le Moyen-Orient, selon, je dirais, sa disposition ethnique. Donc, la Syrie représente une digue contre cet expansionnisme, contre ce contrôle du Rimland, comme l'Ukraine, et ce contrôle du Moyen-Orient qui va avec. Maintenant, en ce qui concerne Israël, dont les intérêts sont liés parce que beaucoup de membres de l'État profond, énormément de membres de l'État profond nord-américain, sont pro-israéliens, sont des crypto-sionistes en réalité. Il y a beaucoup de néoconservateurs américains, c'était le cas par exemple sous Bush fils, au moment des attentats du 11 septembre. Alors, donc pour comprendre l'appétit israélien au Moyen-Orient, je vais vous lire le discours d'Oded Ignon à l'occasion du Congrès sioniste mondial en 1982. Alors je cite, c'est un peu long, donc ouvrez les guillemets. L'Égypte dans sa configuration intérieure actuelle est déjà moribonde, et plus encore si nous prenons en compte la rupture entre chrétiens et musulmans qui va croissant. Démanteler l'Égypte, amener sa décomposition en unités géographiques séparées, tel est l'objectif politique d'Israël sur son front occidental dans les années 1980. L'Égypte est effectivement déchirée. L'autorité n'y est pas une, mais multiple. Si l'Égypte se désagrège, des pays tels que la Libye, le Soudan, et même des États plus éloignés ne pourront pas survivre sous leur forme actuelle, et accompagneront l'Égypte dans sa chute et sa dissolution. On aura alors un État chrétien copte en Haute-Égypte, et un certain nombre d'États faibles, au pouvoir très circonscrit, au lieu du gouvernement centralisé actuel. C'est le développement historique, logique et inévitable à long terme, retardé seulement par l'accord de paix de 1979. Le front ouest, qui à première vue semble poser plus de problèmes, est en fait plus simple que le front est, théâtre récent des événements les plus retentissants. La décomposition du Liban en 5 provinces
préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. Au Liban, c'est déjà un fait accompli. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël à long terme sur son front Est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. La Syrie va se diviser en plusieurs États, suivant les communautés ethniques, de telle sorte que la côte deviendra un État alaouite chiite, la région d'Alep un État sunnite, à Damas un autre État sunnite hostile à son voisin du nord, les Druzes constitueront leur propre État, qui s'étendra sur notre Golan peut-être, et en tout cas dans le Haouran et en Jordanie du Nord. Cet État garantira la paix et la sécurité dans la région, à long terme. C'est un objectif qui est dès à présent à notre portée. L'Irak, pays à la fois riche en pétrole, est un terrain de choix pour l'action d'Israël. Une guerre entre l'Irak et la Syrie ou entre l'Irak et l'Iran désintégrera l'État irakien avant même qu'il ne puisse se préparer à une lutte contre nous. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses comme la Syrie et le Liban. Donc, Israël a un grand rôle à jouer dans cette guerre et effectivement, il n'est pas rare de voir des bombardements israéliens, je veux dire, dans le ciel syrien, notamment sur les bases du Hezbollah. Donc on voit bien qu'il y a une imbrication des intérêts, je dirais, sionistes et mondialistes dans ces zones. Et à mon avis, je pense que Ralph Peters, qui avait écrit dans le Armed Forces Journals, est à mon avis un crypto-sioniste lui-même. Hein. Alors, bon, en Syrie aussi, il y a du gaz. Hein. De l'aveu même d'ailleurs de Bachar el-Assad, quand il a dit, en parlant des découvertes norvégiennes à ce sujet, ouvrez les guillemets, les premières études ont fait état d'importants gisements de gaz dans nos eaux territoriales. Puis nous avons su que d'autres gisements s'étendaient de l'Égypte à la Palestine et sur tout le long de la côte, ces ressources étant plus abondantes dans le nord. Alors, il faut savoir que cette information de gaz aussi en Syrie, hein, qui a son enjeu aussi, hein, a sûrement augmenté l'intérêt immédiat des États-Unis pour la Syrie. Non pas pour mettre la main sur le gaz syrien pour les Américains directement, non. Le problème des Américains, c'est qu'ils se font déborder sur leur territoire européen par les deux gazoducs russes, hein, vous savez, le Nord Stream et le South Stream. Et même maintenant, on parlait très récemment du Nord Stream 2 avec l'Allemagne, hein, qui acheminait finalement le gaz russe vers l'Allemagne. Donc ça, c'est complètement insupportable, effectivement, pour les États-Unis, parce qu'on rentre encore dans les mêmes enjeux dont j'ai parlé avec l'Ukraine. Donc c'est pourquoi les Américains ont racheté la société norvégienne ayant découvert le gaz syrien. C'est pourquoi aussi ils ont tenté de lancer le projet Nabucco, qui devait partir du Turkménistan, et dont les puits appartiennent à des multinationales israéliennes au passage. Hein. Bon, le projet Nabucco, qui devait effectivement faire concurrence au projet Nord Stream, South Stream, a capoté parce que, ironie du sort, le Turkménistan s'est engagé avec l'ennemi chinois. Bon, donc ça fait effectivement des conflits où l'on voit toujours les intérêts sino-russes, je dirais, et les intérêts américains se confronter. Et les intérêts, je dirais, américano-sionistes. Même si j'ai, je dirais, omis obligatoirement de dire américano-sioniste parce que Israël est très intelligent. C'est un pays dont les élites finalement sont très malines et qui serait capable, si, je dirais, la puissance américaine chute, de s'allier, d'aller s'allier avec la puissance russe ou la puissance chinoise. Surtout la puissance chinoise, hein, évidemment. Et puis bon, il y a les nouvelles routes de la soie, hein, dont je n'ai pas parlé. Les nouvelles routes de la soie, pour les Américains, représentent un danger encore plus fort, puisqu'il s'agit en fait c'est le projet au bord. Hein. Il s'agit d'intégrer économiquement tout le continent finalement du Rimland, comme je viens de parler, sous finalement la domination chinoise un peu. Mais alors c'est intéressant d'avoir aussi les positions des mondialistes, finalement sur les nouvelles routes de la soie et sur la Chine et la Russie. Je dirais que dans le mondialisme aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, clairement. Il y a l'école, finalement, de George Soros et l'école de Klaus Schwab.
L'école de George Soros, c'est très bourru, hein, c'est très facile à comprendre, puisque bon, George Soros, finalement, compte tout simplement détruire les États-nations. D'abord, effectivement, dans leur homogénéité culturelle, dans le sentiment national, très important de détruire le sentiment national, et surtout dans les traditions religieuses et politiques, hein, dans les traditions. George Soros, oui, est un progressiste qui utilise finalement ces ONG pour effectivement subvertir les nations dans leurs traditions religieuses notamment. On peut dire qu'il a une idéologie woke. Hein, il utilise finalement le concept des droits de l'homme, le droit de l'homisme, comme je l'appelle. Il l'érige en dogme, comme ont fait de nombreux mondialistes avant lui, pour condamner effectivement des pays qui ne respecteraient pas les droits de l'homme, notamment la Chine sur les Ouïghours, quoi. Et donc, voilà, il y a cette première école, et il y a une deuxième école que moi je trouve encore plus dangereuse. C'est l'école de Klaus Schwab, parce que plus nuancé sur la question des États-nations. Parce que Klaus Schwab, lui, compte véritablement sur les États-nations. Il compte sur les États-nations dans des coopérations multilatérales, dans leur capacité à coopérer effectivement dans des relations multilatérales avec d'autres nations et d'autres acteurs. Donc il a cette phrase dans le livre The Great Reset: les États-nations rendent la gouvernance mondiale possible, l'un guidant l'autre. C'est pourquoi l'ONU affirme qu'une gouvernance mondiale efficace ne peut être réalisée qu'avec une coopération internationale efficace. Mais bon, dans les deux cas de ces deux écoles, on va dire, ça revient un peu au même, hein. À la longue, on va détruire les États-nations, parce que vous imaginez bien que pour que un État-nation accepte finalement de coopérer avec d'autres acteurs sur des sujets mondiaux, pour prendre des décisions à l'échelle mondiale et non plus à l'échelle nationale, il faut bien sûr qu'il lègue de sa souveraineté, de son pouvoir de décision sur son propre peuple. Et donc, un État qui perd finalement, qui délaisse sa souveraineté, n'est plus un État. Donc il disparaît, puisqu'il n'a plus de raison d'être, hein, effectivement, dans ce cas-là. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a deux écoles par rapport à ça, ce qui oblige finalement les acteurs du mondialisme à un petit peu se diviser, à avoir des positions concernant la Chine, la Russie, etc., assez différentes, et qui sont trop antagonistes pour aller dans le même sens. George Soros, lui, il est complètement défavorable aux nouvelles routes de la soie, il est complètement défavorable à ce que la Russie et la Chine, finalement, aient une vraie part de gâteau, finalement, dans la gouvernance mondiale et dans le projet mondialiste. Henry Kissinger, pas trop chaud, hein, mais par contre, Henry Kissinger est allé voir Poutine pour lui proposer, finalement, de coopérer dans une zone de libre-échange, je crois, hein, sous contrôle, je dirais, anglo-saxon, ce à quoi Poutine a refusé gentiment. Et puis, en ce qui concerne Klaus Schwab, alors Klaus Schwab est beaucoup plus pro-chinois, et Klaus Schwab, lui, est complètement pour les routes de la soie. Il a félicité la Chine pour ses efforts multilatéraux en 2019, je crois, hein, quand la Chine était invitée au Forum économique mondial, mais il faudrait vérifier. Et donc du coup, je dirais qu'en plus d'un expansionnisme, je dirais, en difficulté, qui amène finalement le projet mondialiste à être pour l'instant circonscrit à l'Occident, et le projet mondialiste le plus avancé, c'est justement celui de Klaus Schwab, le Great Reset, celui qu'on subit actuellement en Occident, je dirais seulement en réalité. En plus de cet expansionnisme en difficulté, cet expansionnisme mondial en difficulté, et ben en plus il y a des conflits internes, je dirais entre les mondialistes eux-mêmes, qui n'ont pas les mêmes positions concernant, je dirais, les deux blocs de cette nouvelle guerre froide. Et pour moi, vraiment, oui, le plus dangereux de tous, je dirais que c'est Klaus Schwab, hein, le plus dangereux. Klaus Schwab, Bill Gates, parce que Bill Gates est très ami avec Klaus Schwab, et je dirais qu'ils sont de la même idéologie. D'ailleurs, Bill Gates investit beaucoup en Chine, hein, lui-même, donc il a bien compris ça, hein. Et puis, je veux dire, même si Klaus Schwab est pour l'intégration des États-nations dans le projet, on va dire, hein, parce qu'il est pas bête, il sait que aux yeux des peuples,
l'institution qui est la plus légitime, c'est l'État, hein, l'État-nation. Klaus Schwab n'est pas fou et il est effectivement anti-nationaliste, quoi. Et il a bien vu dernièrement que il y avait un regain du nationalisme, notamment avec le Brexit, hein, avec l'investiture de Donald Trump en 2016, voilà, qui, je dirais, qui avait enclenché à son époque une rupture des États-Unis avec la gouvernance mondiale, notamment en sortant les financements de l'OMS. Et puis, bah, il y a cette résistance populaire, quoi, je veux dire, des gilets jaunes, etc. Ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que, au-delà même de l'épreuve que constitue la géopolitique finalement pour le nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial qui est création d'hommes, qui a une philosophie d'immanence, hein, une philosophie matérialiste, qu'il veut répandre partout et notamment au Moyen-Orient, ce nouvel ordre mondial est très faillible, en fait. Il est très faillible puisqu'effectivement, pour résumer, il est circonscrit à l'Occident. Il est en proie à des conflits internes, et on le voit notamment, Pierre Hiller en parle beaucoup, des réévaluations monétaires qui n'ont toujours pas lieu, qui devraient avoir lieu déjà. Réévaluation monétaire, en fait, les évaluations monétaires, c'est pour définir quelle est la monnaie la plus forte, la monnaie la plus forte dans le monde. Et donc il y a des factions oligarchiques, effectivement, je dirais, à l'échelle mondiale, qui, voulant chacune leur part de gâteau dans le nouvel ordre mondial, finalement, eh bien, retardent cette échéance de l'évaluation monétaire parce que les partisans du dollar ne veulent pas voir le dollar finir derrière l'euro ou derrière une autre monnaie, quoi. Je veux dire, voilà. Puis enfin, je dirais qu'il y a aussi des conflits un petit peu plus profonds. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vois un conflit entre Soros et, je dirais, les sionistes. C'est un conflit très net, et c'est d'ailleurs pour ça que sur CNews, une chaîne nationale sioniste, hein, comme le dit Alain Soral, une chaîne comme CNews, néoconservateur, libéral néoconservateur, un peu à la Fox News aux États-Unis, et finalement a toujours tendance à critiquer beaucoup plus Soros et à montrer le danger d'un George Soros parmi les dirigeants du monde qu'un Benjamin Netanyahou, ou que voilà, je veux dire, c'est même dans le livre par exemple que j'ai lu, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers aujourd'hui soutien d'Éric Zemmour. Il y a sur la fin du livre un espèce de dénonciation, je dirais univoque, essentiellement sur George Soros, et en même temps une défense, on dirait presque de l'État israélien, quoi, que Philippe de Villiers associe même un petit peu à l'État hongrois de Viktor Orban pour se justifier, quoi. Il y a cette espèce de tendance là. Donc il y a vraiment des conflits, quoi. Je veux dire je dirais, ça c'est à l'image, hein, je veux dire, de ce qui se passe entre les dirigeants du monde. Il y a vraiment des conflits très forts. Et je dirais que si on pouvait avoir un espoir de mettre à bas finalement ce projet, hein, je vois les convois de la liberté, je vois les révoltes anti-pass dont je participe, et bien finalement, sachant que c'est de notre rôle à nous, les peuples en Occident, peuple français, etc., étant donné que ces mondialistes n'arrivent à gouverner pour l'instant que l'Occident, je dirais que c'est de notre rôle à nous finalement presque de sauver le monde, quoi. Et d'essayer de les empêcher, en fait, hein, de les empêcher d'instaurer cette société totalitaire mondiale sous l'égide d'un gouvernement mondial, quoi.